Imagine que ta propre sœur t'enterre vivante. Tout ça parce qu'elle voulait vivre la vie que tu vis. Ta sœur de sang, pas une étrangère, pas une ennemie. La même sœur qui t'a nourri, abrité et à qui tu as confié toute ta vie. Si seulement elle avait su dans quoi elle s'engageait, elle n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait. Il était une fois deux sœurs qui n'avaient qu'elles-mêmes au monde. Leurs parents étaient morts des années plus tôt, ne laissant aucun héritage, aucun parent prêt à les aider et aucun filet de sécurité. Juste deux filles s'accrochant l'une à l'autre pour survivre. La sœur aînée s'appelait Emma, et la cadette Shamaka. Elles n'étaient pas mariées, mais leur vie ne pouvait pas être plus différente. Emma était le genre de femme qui portait les responsabilités sur sa tête comme un panier lourd, sans jamais se plaindre. Elle travaillait sans relâche, se levait avant l'aube et rentrait bien après le coucher du soleil. Grâce à sa détermination, elle avait réussi à se construire une petite vie modeste mais confortable. Elle possédait une maison de 2 chambres, tenait une boutique de provisions prospère et vivait tranquillement, sans se mêler des affaires des autres. Shamaka, en revanche, avait toujours cru que la vie finirait par s'arranger toute seule pour elle. Elle n'a jamais gardé un emploi longtemps. Chaque opportunité se terminait par des excuses, des disputes ou des accusations selon lesquelles les gens étaient jaloux de sa beauté. Elle passait d'une maison d'amis à une autre, d'une chambre empruntée à la suivante, dépendant toujours de quelqu'un pour survivre. Quand Shamaka eut finalement épuisé toutes ses options et n'eut plus nulle part où aller, elle décida de se rendre à Lagos pour vivre chez sa sœur aînée. « Je n'ai personne d'autre que toi, pleura-t-elle. Tu es ma seule sœur. » Emma la regarda avec pitié et se souvint de leur enfance. Comment elle protégeait Shamaka de la colère de leur père, comment elle lui donnait la plus grosse part de nourriture, comment elle avait promis à leur mère mourante de toujours prendre soin de sa petite sœur. Elle lui ouvrit donc sa porte, sans savoir qu'elle ouvrait en réalité la porte à sa propre destruction. Au début, Shamaka se comporta comme une invitée reconnaissante. Elle se levait tôt, balayait la maison, cuisinait parfois et ne cessait de vanter sa sœur devant les voisins. « Ma sœur est une bénédiction, disait-elle à voix haute. Sans elle, je dormirais dans la rue. » Les gens admiraient Emma pour sa gentillesse. Mais la gentillesse, lorsqu'elle se mêle à l'envie, devient dangereuse. Peu à peu, Shamaka changea. Elle commença à porter les vêtements de sa sœur sans permission, se tenant devant le miroir pour s'admirer. Elle sortait avec les perruques d'Emma même lorsqu'elle savait que celle-ci comptait les porter le même jour. Au début, Emma en riait, pensant que Shamaka n'en avait pas conscience. Mais avec le temps, elle comprit que tout cela était intentionnel. Shamaka se mit même à lancer des remarques sournoises. « Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu es plus âgé que moi, tu ne devrais pas me faire concurrence côté style. Ou bien tu veux me voler mon petit ami? Les gens de ton âge ne s'habillent pas comme nous, la génération Z. Ou est-ce une autre forme de désespoir parce que tu n'es toujours pas marié à 32 ans? » Emma resta figée, choquée d'entendre de telles paroles sortir de la bouche de sa propre sœur. Elle remarqua aussi que Shamaka rendait toujours ses vêtements abîmés, étirés ou tachés, inutilisables. Et chaque fois qu'Emma se plaignait, Shamaka roulait les yeux. « Pourquoi tu fais tout ce bruit? Tu n'es même pas en couple. Qui essaies-tu d'impressionner ?» Ces mots transpercèrent le cœur d'Emma d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Pourtant, elle ravala sa douleur et décida de l'ignorer, se convainquant que Shamaka agissait ainsi par frustration face à la vie. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette frustration s'était déjà transformée en haine profonde. Emma observa ensuite comment Shamaka commença à s'immiscer dans son commerce. Elle restait assise dans la boutique, parlait grossièrement aux clients, disait que le magasin leur appartenait à toutes les deux. Elle encaissait l'argent au nom d'Emma et oubliait parfois de le remettre. Et quand Emma l'affrontait, Shamaka riait. « Détends-toi. Ce qui est à toi est à moi de toute façon. Pourquoi te fâcher? J'ai juste pris ce qui m'appartient. » À cet instant, Emma regretta d'avoir accueilli sa sœur. Pendant des années, elle avait refusé qu'elle vienne à Lagos, allant même jusqu'à lui envoyer de l'argent pour payer un loyer. Mais Shamaka avait tout gaspillé, convaincu que ses amis l'hébergeraient toujours. Son attitude horrible et son sentiment de droit avaient fini par éloigner tout le monde. Maintenant installée chez Emma, elle essayait lentement de s'approprier tout ce qui appartenait à sa sœur. La maison, le commerce, et finalement sa vie. Un soir, Emma rentra plus tôt que prévu et vit quelque chose qui faillit arrêter son cœur. Dans le salon, elle surprit sa sœur en train de se forcer sur un homme qu'Emma fréquentait discrètement depuis des mois.
Shamaka lui demandait ce que sa sœur avait qu'elle n'avait pas. Emma resta silencieuse en entendant Shamaka dire à l'homme qu'Emma ne pourrait jamais avoir d'enfant, qu'elle avait avorté et qu'on lui avait retiré l'utérus. Elle lui conseillait de trouver une autre femme à épouser. Elle parlait avec une assurance glaçante, comme si elle avait répété ce discours encore et encore. Emma sentit la pièce tourner autour d'elle. Elle resta clouée sur place pendant que sa propre sœur détruisait sa réputation. Shamaka ajouta qu'Emma était désespérée de se marier et s'accrocherait à n'importe quel homme qui lui montrerait un peu d'attention. Elle fait semblant d'être calme. Une fois mariée avec elle, tu verras son vrai caractère. Je te préviens parce que je tiens à toi. L'homme, confus et mal à l'aise, prit ses clés et décida de partir. En sortant, il croisa Emma, qui demanda innocemment. « Tu pars déjà ?» Il trouva des excuses et promit de l'appeler plus tard. Shamaka, resté dans le salon, souriait en demandant à sa sœur comment s'était passée sa journée. Emma fit semblant de ne rien savoir, sourit et raconta une anecdote avec un chauffeur de taxi qui avait failli s'enfuir avec sa monnaie. Shamaka éclata de rire et lui demanda pourquoi elle était si radine avec elle-même. Comment une grande femme comme toi peut encore prendre un taxi alors que tu peux te payer une voiture? Emma sourit calmement. On ne dépense pas son argent pour tout. Et puis le taxi m'emmène partout sans que je me soucie de l'entretien ou du carburant. Shamaka rit bruyamment en secouant la tête. Ton esprit de village me fait rire. À ta place, je profiterai de la vie. Après tout, la vie n'est pas garantie. Elle dit cela à Emma, qui rit avec elle comme si elle ne venait pas d'être insultée. Mais, au fond de son cœur, quelque chose commençait déjà à se durcir. Cette nuit-là, pendant que Shamaka dormait profondément dans sa chambre, Emma resta éveillée, fixant le plafond. Elle repassait dans son esprit chaque insulte, chaque mensonge, chaque regard rempli de haine que sa sœur lui avait adressé. Et dans ce silence, elle prit une décision. Elle ne se battrait pas contre sa sœur. Elle ne la confronterait pas. Ce qu'elle ferait à la place, c'était l'éloigner de sa vie. À partir de ce jour, elle changea de stratégie. Elle devint plus gentille, plus douce, et cessa même de corriger Shamaka. Quand Emma riait de ses insultes, elle la laissait s'asseoir dans la boutique et gérer les clients. Elle commença même à la complimenter en public, la présentant comme la plus intelligente. Shamaka est très intelligente, disait-elle. Elle comprend les affaires mieux que moi. À mesure qu'elle disait cela devant les autres, la tête de Shamaka enflait. Sa confiance grandissait, tout comme son arrogance. Un après-midi, à son retour à la maison, Emma trouva Shamaka tout excitée. Elle lui demanda ce qui se passait, et Shamaka lui annonça qu'elle venait d'obtenir un emploi à Port-Harcourt. Le salaire est énorme. Ils m'ont même offert un logement et une voiture. Tu vois, ma sœur, je suis faite pour les grandes choses. Elle parlait déjà en faisant ses valises, trop enthousiaste pour contenir sa joie. Emma, qui réfléchissait à comment faire partir sa sœur, comprit que Dieu lui offrait une meilleure solution. Elle resta en retrait pendant que Shamaka faisait ses bagages et partait pour Port-Harcourt. Elle ignora toutes les remarques de côté de sa sœur, qui disait comment elle allait gagner beaucoup d'argent et lui montrer comment profiter réellement de la vie. Emma l'ignora complètement et l'accompagna au parc où Shamaka prit un bus direct pour Port-Harcourt. Son cœur bondit de joie et elle remercia Dieu d'avoir exaucé ses prières si rapidement. Shamaka arriva à Port-Harcourt et reprit le travail quelques jours plus tard. Cependant, elle perdit son emploi presque immédiatement. Son attitude l'avait suivie jusque-là. Elle se disputait avec les clients, insultait son employeur, et fut rapidement licenciée. Elle appela alors Emma pour lui demander de l'argent afin de retourner à Lagos. Mais au lieu de lui envoyer de l'argent, Emma lui proposa de lui trouver un logement à Port-Harcourt. Elle contacta quelques amis et organisa un endroit où Shamaka pourrait rester, entièrement payé pour un an. Emma informa Shamaka qu'elle avait un an pour trouver un autre emploi et s'installer définitivement à Port-Harcourt. Tu ne peux pas continuer à fuir dès que les choses deviennent difficiles. Tu dois prendre ta vie en main. Il est temps que tu assumes la responsabilité de tes actes. Tu n'es plus une enfant. Shamaka n'avait pas d'autre choix que de rester à Port-Harcourt. Elle détestait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Elle trouva d'autres emplois, mais son attitude rendait toujours difficile le fait de les conserver. Elle décida alors qu'elle épouserait un homme riche, convaincue que cela lui garantirait la vie facile qu'elle désirait tant. Shamaka commença à fréquenter les endroits où elle pensait trouver ce genre d'homme.
Elle s'habillait de manière provocante, souriait et se positionnait là où les hommes riches se retrouvaient. Salon luxueux, restaurant haut de gamme, hôtel discret et événements privés accessibles contre un droit d'entrée. C'est là qu'elle le vit. Il était grand, beau, bien habillé et discret. Le genre d'homme dont la richesse n'avait pas besoin d'être affichée. Shamaka le remarqua immédiatement. Il ne cherchait pas l'attention, restait calme, faisait défiler son téléphone en sirotant lentement son verre. Elle ne put se retenir. Elle s'approcha de sa table et lui demanda si elle pouvait se joindre à lui. Mais le jeune homme lui répondit qu'il n'avait pas besoin de compagnie. Humilié, Shamaka retourna silencieusement à sa table. Il n'avait même pas pris la peine de la regarder en face. Son arrogance l'attira encore plus. Elle sut à cet instant qu'un homme comme lui était précieux. Un homme qui n'accordait aucune attention aux autres femmes, dont le regard ne s'attardait pas, même entouré de femmes prêtes à tout lui offrir. Shamaka décida alors qu'elle devait la voir. Elle se renseigna autour d'elle et apprit que son nom était Fred Anazudu, un magnate du pétrole et multimilliardaire. Il était extrêmement riche, discipliné et fidèle à l'excès. On racontait même qu'il n'avait aimé qu'une seule femme dans toute sa vie. Leur relation s'était terminée tragiquement lorsque cette femme était morte dans un accident de voiture quelques semaines avant leur mariage. Depuis ce jour, Fred vivait replié sur lui-même. Des rumeurs circulaient récemment selon lesquelles il aurait retrouvé l'amour, mais personne ne savait si elles étaient vraies ou fausses. Shamaka ne se laissa pas décourager. Elle commença à observer Fred, très attentivement. Au début, c'était innocent. Elle notait les jours où il sortait, les endroits qu'il fréquentait, ses restaurants préférés. Puis cela devint intentionnel. Elle attendait près des lieux qu'il visitait, posait des questions au personnel, donnait des pourboires généreux. Elle suivait sa voiture à distance, mémorisait ses habitudes, l'heure à laquelle il sortait, celle à laquelle il rentrait. Elle se disait qu'elle était juste curieuse, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était devenue une harceleuse. Un soir, Shamaka suivit Fred jusqu'à un restaurant calme, éloigné des routes animées. Elle resta dehors un moment, regardant à travers la vitre. Puis elle s'approcha, et se figea. Fred n'était pas seul. Il était assis en face d'une femme. Il riait doucement, parlait à voix basse. La femme prit sa main, et il ne la retira pas. Le cœur de Shamaka battait à tout rompre tandis qu'elle se penchait vers la vitre. Puis elle vit clairement le visage de la femme. C'était Emma, sa propre sœur. Le sang de Shamaka se glaça. Sa poitrine se serra, sa vision se troubla. Elle comprit alors pourquoi personne ne savait avec qui Fred sortait. Emma ne vivait pas à Port-Harcourt, mais à Lagos, loin du bruit et des regards indiscrets. Shamaka tremblait en voyant Fred sourire à sa sœur avec tant de respect, visible même de loin. Elle ne comprenait pas pourquoi sa sœur obtenait toujours le meilleur. Au fond d'elle, elle sut que c'était la raison pour laquelle elle avait toujours été si cruelle envers elle. Elle eut envie de faire irruption dans le restaurant, de crier, mais se retint. Elle se détourna et s'éloigna, s'assurant que sa sœur ne la voit pas. Cette nuit-là, Shamaka ne dormit pas. Elle arpenta sa chambre sans cesse, l'esprit envahi de pensées sombres, lourdes et tordues. Elle se convainquit qu'Emma lui avait volé Fred et qu'elle n'allait pas le perdre à cause d'elle. Quelques semaines plus tard, Shamaka retourna à Lagos sans prévenir. Elle se rendit directement chez Emma. Elle pleura, la serra fort dans ses bras, jouant la sœur douce, gentille et repentante. « J'ai beaucoup réfléchi à la vie, dit-elle. Je pense que nous avons besoin de tourner une page. » Emma la regarda attentivement. « Tourner quelle page ?» demanda-t-elle. « Celle de nos parents, » répondit Shamaka. « Cela fait presque 10 ans qu'ils sont morts. Tu sais qu'ils sont décédés le même jour. Nous devrions aller au village visiter leur tombe. » Emma hésita un instant, mais voyant à quel point sa sœur semblait brisée, elle accepta. Ce qu'elle ignorait, c'est que Shamaka avait un plan maléfique en tête. Le lendemain, elles arrivèrent au village et se rendirent directement sur le terrain où leurs parents avaient été enterrés, une vieille parcelle enfouie dans les broussailles, là où leur père espérait autrefois construire une maison. La brousse était complètement silencieuse lorsque Shamaka s'excusa pour aller uriner. Emma attendit quelques minutes, puis elle entendit un cri perçant provenant de l'endroit où sa sœur était partie. Terrifiée, elle se précipita vers la source du cri, et avant même de comprendre ce qui se passait, Shamaka la poussa dans une tombe ouverte. Emma cria en tombant dans la fosse profonde, un trou abandonné dissimulé par les broussailles.
Shamaka la regarda d'en haut, haletante, puis se mit à parler. Si je ne peux pas avoir Fred, alors aucune de nous deux ne l'aura, dit-elle froidement, avant de commencer à recouvrir la tombe de terre. Shamaka enterra sa propre sœur vivante. Peu après, elle retourna en ville, le cœur battant d'excitation. Elle entra rapidement en action. Elle connaissait les habitudes de Fred et devina où elle pourrait le trouver. Quelques minutes plus tard, elle le retrouva et se présenta à lui avec assurance. « Je suis la sœur cadette d'Emma », dit-elle avec un sourire. Le visage de Fred s'illumina. « Oh !» s'exclama-t-il. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Emma parle toujours de vous en bien. J'ai aussi entendu dire que vous vivez à Port-Harcourt. » Shamaka sourit encore plus. « Oui », répondit-elle calmement. Fred était ravi. Il l'invita à s'asseoir et lui offrit un verre. Il ne se souvenait plus de leur première rencontre, et Shamaka se garda bien de le lui rappeler. Ils discutèrent quelques minutes, Fred faisant de son mieux pour la mettre à l'aise. Shamaka sentit des papillons dans son ventre. Elle crut avoir enfin gagné. Cependant, Fred ne parvenait pas à cacher son inquiétude. Il demanda à Shamaka si elle avait des nouvelles de sa sœur, expliquant que son téléphone était éteint depuis environ 2 jours. Shamaka feignit l'ignorance, allant jusqu'à composer le numéro de sa sœur à plusieurs reprises, faisant semblant de s'inquiéter. Fred décida alors de se rendre à Lagos pour la chercher. Il avait un jet privé, et Shamaka proposa de l'accompagner. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent devant la maison d'Emma et trouvèrent la porte verrouillée. Fred frappa pendant un moment avant de comprendre que la maison était vide. « Ce n'est pas dans ses habitudes », murmura Shamaka, jouant la sœur inquiète. « Ma sœur ne quitte jamais sa maison sans m'en parler. » La poitrine de Fred se serra tandis qu'il essayait encore de joindre Emma, sans succès. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et Emma restait introuvable. Fred alerta la police et déposa une déclaration de disparition. Les forces de l'ordre lancèrent des recherches dans tout l'État, mais sans résultat. Fred ne pouvait dissimuler sa tristesse. L'homme autrefois fort et sûr de lui se déplaçait désormais comme une ombre dans son propre manoir. Il cessait de participer aux événements, mangeait à peine, parlait peu et dormait mal. Voyant à quel point il était brisé, Shamaka décida d'intervenir. Elle comprit que l'absence de sa sœur avait créé un vide et choisit d'en profiter. Elle commença à lui rendre visite souvent, apportant de la nourriture, pleurant devant lui comme si la disparition d'Emma l'avait également détruite. Shamaka jouait parfaitement son rôle. Elle pleurait avec aisance, laissant Fred sans autre choix que de la consoler. Bientôt, elle commença à passer la nuit chez lui. Au début, c'était innocent. Elle trouvait des excuses pour ne pas rentrer chez elle. « Je ne me sens pas en sécurité seule chez moi », disait-elle en larmes, tandis que Fred lui proposait la chambre d'amis. Une nuit devint plusieurs. Shamaka circulait librement dans le manoir, cuisinait, rangeait, et finit même par y apporter certaines de ses affaires. Les mois passèrent, et Fred devint dépendant de sa présence. Elle était la seule à comprendre sa douleur, la seule à lui rappeler Emma. Shamaka décida d'en tirer avantage. Elle choisissait soigneusement ses moments. Des gestes doux, des regards prolongés, des conversations tardives dans la nuit. Puis, un soir, alors que la pluie tombait dehors et que le chagrin pesait lourd entre eux, Shamaka craqua. « Je ne peux plus cacher ça », dit-elle d'une voix tremblante. « Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Fred resta figé, choqué. Le silence envahit la pièce. Shamaka baissa la tête, feignant le regret. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Tu es encore en deuil de ma sœur. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. » Elle se leva pour s'en aller, mais Fred attrapa sa main. « Je ne voulais pas me l'avouer, dit-il lentement, mais à un moment donné, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour toi aussi. Tu es une femme exceptionnelle, et Emma avait beaucoup de chance de t'avoir comme sœur. » Shamaka eut du mal à contenir sa joie, mais elle resta maîtresse d'elle-même. Elle essuya ses larmes, hocha doucement la tête et se laissa attirer dans une étreinte tendre. À partir de ce soir-là, ils commencèrent à se fréquenter discrètement. Sans l'annoncer publiquement, Fred recommença à sourire, à assister à des réunions et à mieux dormir. Shamaka resta à ses côtés, jouant le rôle de la sœur fidèle et endeuillée qui soutenait un homme brisé. Quelques semaines plus tard, Fred lui proposa de rencontrer sa famille.
Ils ont beaucoup entendu parler de toi et ont hâte de te rencontrer, lui dit-il. Le cœur de Shamaka manqua d'exploser de joie. Quelques jours plus tard, Fred la conduisit dans ce qu'il présenta comme la maison familiale, un immense domaine retiré au cœur de Port-Harcourt. Les yeux de Shamaka s'écarquillèrent devant les lustres, les sols en marbre et le luxe discret. Elle s'assit calmement, essayant de cacher son excitation tandis que son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait croire que sa vie de rêve était sur le point de devenir réalité. Fred entra prévenir sa famille. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas résonner derrière elle dans le couloir. Son cœur s'emballa tandis qu'elle se retournait. Shamaka se figea, le souffle coupé. Devant elle se tenait Emma, la même sœur qu'elle croyait avoir enterrée. Des policiers entrèrent dans la pièce et se placèrent sur le côté. « Eh bien, qui avons-nous là ?» Emma prit la parole. « Ma chère sœur, celle qui m'a poussée dans une tombe et m'a enterrée vivante. Je suis sûr que tu me prends pour un fantôme. » Le sang de Shamaka se glaça. Fred révéla alors que, durant tout ce temps, il avait su où se trouvait Emma. La maison que Shamaka croyait être celle de sa famille était en réalité une maison d'hôte appartenant à Fred, réservée à ses visiteurs importants. Il lui annonça calmement que son temps était écoulé. « Dès le début, j'ai su que quelque chose n'allait pas, » dit-il. Puis il ajouta. « Le jour où vous êtes allés au village, Emma était en train de discuter avec moi. Elle m'avait dit que vous alliez visiter la tombe de vos parents et elle m'avait même envoyé des selfies lorsqu'elle était dans la brousse. Quand elle a soudainement cessé de répondre, j'ai su que quelque chose n'allait pas, surtout après ce qu'elle m'avait raconté. Comment tu avais déjà dit à l'homme qui voulait l'épouser qu'elle avait fait retirer son utérus lors d'un avortement. J'ai donc immédiatement alerté la police, et ils l'ont retrouvée quelques minutes après que tu l'as enterrée vivante. » Emma s'avança, regarda sa sœur droit dans les yeux et raconta son histoire. « Ils m'ont sorti de la tombe alors que je manquais d'air, la terre dans la bouche, le corps tremblant, incapable de croire que j'étais encore en vie. Quand Fred m'a dit que tu étais venu vers lui, j'ai compris que je devais rester à l'écart pour protéger non seulement ma vie, mais aussi la sienne. Je savais à quel point tu pouvais être désespéré et je ne voulais pas que tu lui fasses du mal. Alors je lui ai demandé de jouer le jeu. » À ces mots, Shamaka s'effondra au sol et se mit à supplier sa sœur de lui accorder sa pitié. « Je ne le voulais pas, ma sœur. S'il te plaît, pardonne-moi, » pleura-t-elle. Mais Emma ordonna aux policiers de l'emmener. Elle resta là, immobile, tandis que les agents faisaient monter sa sœur dans le véhicule et s'éloignaient. Elle avait appris la leçon de la manière la plus dure. Les gens révèlent qui ils sont vraiment lorsque l'envie est laissée sans contrôle. La morale de cette histoire est que toutes les personnes qui se disent être de ta famille ne souhaitent pas te voir réussir. Et toutes celles que tu aides à sortir de la difficulté ne seront pas reconnaissantes de la main qui les a sauvées. L'envie est l'une des émotions les plus dangereuses lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Elle commence silencieusement par la comparaison, le sentiment de droit et le ressentiment caché, jusqu'à se transformer en haine profonde. Shamaka n'est pas devenue cruelle du jour au lendemain. Sa méchanceté a grandi parce qu'elle refusait de prendre la responsabilité de sa propre vie et a choisi, à la place, de convoiter le destin d'une autre personne. Cette histoire nous enseigne que la gentillesse sans limite est dangereuse. Aider quelqu'un ne signifie pas sacrifier ta paix, ta sécurité ou ton avenir. L'amour n'exige pas l'aveuglement, et la miséricorde ne consiste pas à ignorer les signaux d'alarme. Quand quelqu'un te manque de respect à répétition, te rabaisse ou se réjouit secrètement de ta douleur, prendre de la distance n'est pas de la cruauté. C'est de la sagesse. J'espère que vous avez apprécié.